avec Romano Zoom, qui est ici, donc qui fait aussi partie du groupe de réflexion sur le CARE, sur l'écologie, la littérature, l'écologie sociale en particulier, puisque Romano il a soutenu une thèse sur la précarité dans le travail et comment cette précarité a été vue par les écrivains italiens aujourd'hui. La littérature italienne et le monde du travail aujourd'hui, c'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître chez l'Harmattan. Et donc c'est une très, très belle édition. C'est vraiment un poids aussi de la recherche voilà, qui circule. Ben, la recherche n'est pas enfermée dans les tiroirs, hein, elle est bien mise dans les bibliothèques, sur les étagères des bibliothèques, elle est bien vivante, elle circule. Et donc, Romano est professeur d'italien aujourd'hui dans l'académie et s'occupe toujours de cette recherche sur la question du travail dans la littérature italienne et il nous expliquera quelle est son idée du CARE par rapport aux activités de ces écrivains italiens très engagés aujourd'hui, que vous rencontrez également dans le livre que nous avons édité ensemble avec Sondes, Romano et moi-même. Soyons le changement, de la phrase de Gandhi, soyons le changement que nous voulons dans le monde, nouvelle tendance dans la littérature italienne contemporaine. Alors, merci beaucoup pour m'avoir donné la possibilité de parler là. Merci au public et grazie ai fan che mi seguono su YouTube. Alors, faut pas les oublier. Oui, parce que parlez bien dans le micro. Oui, parce que c'est la première fois que je suis en direct sur YouTube. Du coup, non, je viens de voir que j'ai dit du coup. Ciao. Je dirais plus. Alors, donc on a parlé de la relation entre les écrivains qui parlent, qui écrivent sur le travail et le CARE. Et donc on va chercher de comprendre pourquoi. Tout d'abord, je pars d'un constat qui est le fait qu'à partir du début des années 2000, on a eu vraiment beaucoup d'écrivains en Italie qui se sont intéressés à la question du travail et qui ont écrit beaucoup de romans, des livres, des enquêtes sur cette question-là. Mais souvent, les écrivains, par contre, refusent l'étiquette d'écrivains engagés ou d'écrivains qui écrivent pour réaliser des objectifs comme celui du CARE. Mais on verra pourquoi, par contre, on peut considérer l'idée d'écrivain engagé. Or, effectivement, tous ces écrivains mettent au centre de leur roman la crise des relations interpersonnelles à laquelle nous assistons de nos jours. Et c'est vraiment la question que nous retrouvons dans presque tous les ouvrages. Aujourd'hui, je parlerai de manière très rapide seulement d'un auteur qui est l'un des plus représentatifs de ce courant littéraire, qui est Andrea Vaiani. Il est un auteur qui n'a pas écrit seulement de travail, mais aussi d'autres questions. Par exemple, la question des relations dans la famille, à travers des romans comme Ogni promessa. Il a fait des enquêtes sur le monde des jeunes, par exemple à travers les livres Domani niente scuola ou La scuola non serve a niente. C'est vraiment mélangé avec des lycéens, il est parti en voyage scolaire avec eux pour manifester cette exigence d'être avec eux et donc de chercher vraiment à comprendre leur monde. Et donc si nous voulons de prendre soin de ce monde des jeunes qui souvent est vu comme négatif par les adultes, donc par laquelle nous avons presque l'impression qu'il y a un mur entre les adultes et ce monde des jeunes. Et cet écrivain a commencé sa carrière littéraire en écrivant sur la question, comme je disais, du travail, à travers des stratégies littéraires différentes, par exemple à travers l'enquête journalistique. Je pense notamment à Mi spezzo ma non mi impiego, et après
le roman dont je vais parler tout à l'heure, qui est Cordiali Saluti. Il est un livre, il est tout d'abord un livre qui parle de travail, de la question du licenciement de manière plus particulière, à travers la forme du roman, mais mettre au centre de l'intérêt de l'écrivain des questions de tous les jours, de la vie de tous les jours des travailleurs d'aujourd'hui. Comme je disais, la question du licenciement, parce que le protagoniste de ce roman est un jeune travailleur qui travaille dans une petite entreprise et dont le rôle est celui d'écrire justement des lettres de licenciement pour ses collègues. La manière dont le livre naît est très particulière parce qu'en effet, l'écrivain lui-même avait vécu la même expérience. C'est-à-dire on lui avait demandé d'écrire une lettre de licenciement du fait qu'il était un écrivain. Et donc il s'était dit, à partir de là, il s'est dit, mais la littérature alors ne compte plus rien aujourd'hui parce qu'on me demande d'écrire une lettre de licenciement seulement parce que je suis un écrivain. Et donc cela lui a donné l'idée d'écrire ce roman. Donc vous voyez déjà en partie de réalisme et de réhabiliter le rôle de la littérature. Donc vous voyez, de la littérature engagée à travers ces distinctions. Il fait ressentir dans presque toutes les pages ce qui sont les sensations des travailleurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'une profonde vulnérabilité et instabilité, du fait de la précarité qui touche tous les travailleurs et parce qu'aucun travailleur ne peut se sentir à l'abri du danger d'être licencié aujourd'hui presque. Presque tous les travailleurs. Et c'est pourquoi dans le roman nous avons une métaphore entre la mort et le licenciement. Il fait des comparaisons entre les morts et les licenciés. Et aussi parce que l'écrivain il nous dit que le licenciement aujourd'hui est vécu comme une morte. Et c'est le meurtre d'une identité sociale. Je reprends les paroles de l'écrivain. Par ailleurs, et là on revient à la question du Kiev, il nous fait voir comment déjà l'acte du licenciement lui-même prend des dimensions vraiment tout particulièrement humiliantes. Parce que par exemple le roman s'ouvre avec un homme qui perd son travail et il n'est même pas interpellé. C'est juste une question entre l'entreprise et son avocat. Donc il parle de lui vraiment comme s'il était un objet. Il est licencié, on ne l'interpelle même pas. Et donc cela montre l'exigence de remettre la vie humaine au centre du monde du travail. Effectivement, c'est une société, celle du travail d'aujourd'hui, qui génère de plus en plus de l'exclusion. Il y a beaucoup de philosophes qui se sont intéressés à cette question aujourd'hui de l'exclusion. Par exemple, je peux citer Guillaume Leblanc, qui remarque que les exclus sont souvent rendus invisibles. Ils sont comme des invisibles, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et surtout, sont des sujets qui sont considérés par la plupart des gens comme inutiles, comme des personnes dont il faut se méfier et qui sont dangereux. Par contre, il est essentiel de renforcer cette éthique et ce philosophe se demande s'il est possible d'élargir la compréhension de l'humain au-delà de ces frontières qui produisent en dedans et en dehors, dans ce cas-là, dans le monde du travail. Et pour ce faire, il est indispensable revenir et reconnaître la vulnérabilité de tous les êtres humains. Et donc affronter cette exclusion comme quelque chose qui est commun à toute l'humanité, pas comme quelque chose qui appartient aux personnes exclues. Ce roman de Bayan il peut être lu à la lumière de ces idées parce qu'effectivement il nous fait voir à travers ces pages, à travers l'angoisse qui émerge de tous ces travailleurs qui ont peur tous les jours de perdre son emploi, que ce ne sont pas les exclus comme les protagonistes de son roman qui sont des malades, entre guillemets, mais c'est notre société tout entière qui est en crise parce qu'elle est responsable de plus en plus des processus d'inclusion et d'exclusion. À travers
un entretien que j'avais eu avec l'écrivain, il m'avait confié qu'effectivement on va vers une dérive très dangereuse, que souvent on pourra bientôt assister à des révoltes par les gens qui vont être bientôt exaspérés. Et nous pouvons le voir, par exemple, ce qui s'est passé ici avec la protestation des Gilets jaunes. C'est un exemple de comment les gens sont vraiment exaspérés de cette société qui produit de manière sans cesse incessante, de l'exclusion. Et c'est pourquoi l'écriture de Baiani se développe précisément au point de contact entre la blessure de la conscience individuelle et la crise de la conscience collective. Ce roman, en effet, dénonce ce que nous pouvons appeler la marchandisation des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des objets et dont les émotions, dont les sentiments sont souvent niés. La manière dont il se sert, l'écrivain, pour faire émerger cette question sont les lettres de licenciement, dont je vais parler de manière très brève. Effectivement, ces lettres sont une sorte de dénonciation contre et de parodie, si nous voulons, du modèle capitaliste, de la publicité capitaliste dont nous sommes envahis presque tous les jours. Parce qu'ils disent le contraire, enfin, ils veulent faire entendre le contraire de ce qui est dit. C'est-à-dire, dans ces lettres, ces lettres ont le but de licencier les personnes, mais ils disent exactement le contraire. Enfin, que par exemple, ils sont éloignés de l'entreprise, mais ils ont la possibilité de vivre une nouvelle vie beaucoup meilleure et beaucoup plus radieuse. Donc vous voyez, c'est vraiment une parodie de ce qui est le langage capitaliste aujourd'hui. Et nous fait voir aussi que c'est une manière de dénoncer le fait que le néocapitalisme d'aujourd'hui s'est approprié aussi le côté émotif. Et donc il n'y a plus de différence entre le langage de l'entreprise et le langage de tous les jours, parce que le capitalisme s'est approprié aussi les émotions des personnes. Et pour vous faire un exemple, dans l'une de ces lettres, dans la dernière lettre, il y a un jeune travailleur qui, à cause d'un accident, est content sur un fauteuil roulant, et donc on lui masque le licenciement comme la possibilité de pratiquer un sport pour handicapé et donc récupérer le sourire perdu. Donc vous voyez, ils disent vraiment le contraire de ce qui est, et cela met en évidence l'urgence de réfléchir à des nouveaux pôles de valorisation. C'est pourquoi on peut parler de l'écriture de Baiani comme l'occasion pour repenser le monde du travail, le monde en général dans lequel nous vivons, selon une nouvelle perspective humaine, ce qui est souvent nié aujourd'hui. Donc Baiani dénonce le fait que vivre dans un contexte dans lequel ce sont seulement les individus les plus forts qui sont acceptés parce qu'ils sont considérés plus avantageux pour les systèmes productifs. Et donc pour finir, c'est un système qui ne tend qu'à l'exclusion. Je vais citer pour conclure un philosophe argentin, Miguel Benassayag, qui est aussi venu ici lors d'une conférence d'il y a 2 ans, et qu'il parle d'un des paradigmes de l'homme de la modernité comme celui de l'opposition radicale à la catégorie de faiblesse, qui est vue aujourd'hui comme un mal à éradiquer à tout prix. Donc, Miguel Benassayag nous dit qu'ils ne sont pas seulement les hommes qui sont considérés comme faibles, mais toutes les personnes et même la nature qui décrochent du rythme fou imposé par le système productif d'aujourd'hui. Donc je vais conclure par cette citation du philosophe. Non seulement hommes, femmes et enfants sont expulsés de la vie par la force scientifique de la folie néolibérale, mais la vie elle-même
sous ces différentes et indispensables formes, est exclu du monde. Animaux et forêts, mer et désert, eau et air sont sinistrés comme les hommes, car dans ce monde de fort et faible, la vie, la terre et le ciel sont du côté des secondes. Ce sont des éléments qui n'existent que dans les contes et dans le plan des maîtres, des forts du monde, et dans la survie de la nature elle-même dépend de la possibilité que les forts ont, au nom de leur intérêt, de l'épargner ou non. Et donc, pour conclure avec la référence au Caire, ce qui nous font voir ces écrivains qui s'engagent sur la question du travail, c'est l'exigence de ne pas modeler nos existences sur le sur le rythme frénétique imposé par le néocapitalisme actuel, qui produisent sans cesse de l'expulsion, mais plutôt d'ajuster au contraire le système économique et productif au rythme de la vie. Merci.